Bon, du coup, je pense qu'on va commencer. Donc, c'est une conf sur la sclérose en plaques. Ouais, salut. C'est une conf sur la sclérose en plaques qui a été déjà faite par Emma à Toulouse et que je trouvais cool. Donc, voilà, je vous la refais. C'est les mêmes cas. Bon, après, elle n'a peut-être pas présenté pareil que moi, mais enfin, globalement, ce sera la même pour désolé pour Toulouse. Hein. Sorry. Mais si vous en rappelez pas, du coup, c'est bon. Ça vous fera un rappel. Donc, sclérose en plaques qui est jamais tombée au concours, ça pourrait clairement tomber sous diverses formes. Ça pourrait tomber avec juste les traitements, une partie traitement qu'il faudrait expliquer, ou ça pourrait tomber sous forme de cas clinique entier avec une partie diagnostique, une partie traitement. Enfin, je sais pas. Ça, on a tous peur tous les ans, enfin, peur et envie que ça tombe pour ceux qui l'ont révisé. Donc voilà, c'est pas mal de voir cet item, même si forcément c'est pas les infections urinaires qui tombent beaucoup plus souvent, mais ouais, ça peut être pas mal de le connaître. Voilà. Et donc dans cette conf, il y aura deux cas cliniques et une dizaine de QCM. Je crois qu'il y en a 10 de QCM. Et voilà. Je sais pas si vous avez eu le temps de les voir, je les avais mis sur le drive ePharma. Et voilà. Donc, le cas clinique numéro 1, c'est Carla, qui a 25 ans, qui est étudiante en médecine et qui s'apprête à passer le concours de l'internat de médecine. Elle arrive aux urgences à 20 h en se disant inquiète qu'elle ne voit plus rien depuis quelques heures. Sa vision a baissé brutalement, accompagnée de flashs et d'une confusion des couleurs rouges et vertes. Se souvient pas d'avoir ce genre d'épisode, mis à part des fourmillements depuis quelques jours. Et donc, elle a mis 3 questions. Quelle pathologie vous oriente la clinique? Décrivez sa physiopathe. Comment on effectue le diagnostic? Et la troisième question, c'est dans le cas d'une poussée modérée à intense, quel traitement de crise on peut proposer? Et ensuite, ça continue en disant que l'année qui suit, Carla, elle subit 4 autres hospitalisations pour une réapparition des symptômes avec une récupération quasiment complète entre les poussées. Et elle vous remet 4 questions. Donc, parmi les différentes formes possibles de cette patho, de laquelle souffre la patiente, quel traitement de fond connaissez-vous pour cette patiente? Quelles précautions sont nécessaires pour l'instauration de certains de ces traitements et quels traitements symptômes on peut proposer pour la prise en charge des complications liées à la pathologie. Donc voilà, elle essaie de faire un truc un peu exhaustif sur ce cas. Alors qu'on verra que l'autre cas est un peu plus et pas sur le même type de sclérose en plaques, on va dire. Voilà. Donc pour la question 1, on vous l'a remis là, on vous remet les infos et on vous demande vers quelle pathologie oriente la clinique et sa physiopathe. Du coup, si jamais vous avez des idées, surtout en mots-clés, parce que pour le coup, la sclérose en plaques, il y a pas mal de mots-clés à caser. Voilà. Allez-y. Bon, sans surprise, c'est la sclérose en plaques. Hein. Voilà. Parce qu'au niveau clinique, ouais, névrite optique rétrobulbaire, dyschromatopsie, ouais, maladie inflammatoire auto-immune chronique, ouais, c'est cool. Du système nerveux central, ok. Tu me rappelles BAV, t'as voulu dire quoi? Parce que moi, les acronymes, hypersensibilité de check 4, ok. Ah ouais, ok. Merci. Baisse d'acuité visuelle, ok. Gradient nord-sud en épidémio, pourquoi pas, ouais. Ouais. J'ai pas dit d'où elle venait pour le coup, mais on peut dire qu'il y a un gradient, pourquoi pas, hein, ouais. Trouble de l'ermite qui s'écrit pas forcément comme ça, je crois, mais ouais. Ouais, voilà, plutôt l'ermite comme ça, ouais. Neurodégénération progressive, présence de plaques de démyélisation focale disséminées, ok. Ouais, ça, c'est plutôt pour la physiopathe. Vous m'avez dit dyschromatopsie pour les couleurs rouges, vision qui a baissé brutalement. En quelques heures, je pense la temporalité, ça peut être pas mal. Vous m'avez pas parlé du fait qu'elle est étudiante en médecine et qu'elle passe le concours de l'internat, mais ça peut être pas mal de le dire avec un seul mot, le stress, voilà. Euh, super.
OK, ça c'est bon. Blablabla et donc du coup, c'est la première fois qu'elle a ça et donc on ne sait pas encore, quel type de sclérose en plaques elle a en soi. Voilà, OK. Bah, c'est cool. Vous avez plein de trucs. Prodrome, ouais, prodrome paresthésie carrément. Carrément et il y a quelqu'un qui s'est chauffé. En physiopathe, hyperactivation des lymphocytes T, production d'anticorps anti-oligodendrocytes, exactement. Perte de gaines de myéline ou des oligodendrocytes du coup. Démyélinisation des neurones périphériques, ouais. OK. Je crois qu'il y a une question après pour le diagnostic, du coup, faut pas spoiler. Ouais, c'est ça. C'est la question de le diagnostic, donc faites gaffe à ça. Du coup, question 1, donc la clinique, elle oriente vers une première poussée. Ça peut être pas mal de le marquer que c'est une première poussée, ou crise de sclérose en plaques. Donc, c'est une femme de 25 ans, donc qui est jeune. C'est une femme, donc c'est un argument qu'il faut souligner parce qu'il y a une prédominance féminine. Elle n'a pas d'antécédent particulier noté. Et donc, elle est stressée, fatiguée, ce qui pourrait être inducteur de poussée. Donc, ça, vous l'avez noté. Elle a le NORB, donc névrite optique rétrobulbaire. Vous avez mis le taux. Vous n'avez pas besoin de dire qu'il y a 1 sur 4 des cas qui a des NORB inaugurales, on s'en fout. Avec perte de la vision et dyschromatopsie, vous l'avez dit. C'est chiant à écrire dyschromatopsie, mais bon, voilà. Et scotum avec des flashs, ça, vous ne l'avez pas dit. Trouble sensitif avec fourmillement, c'est progressif sur quelques jours, donc le mot prodrome clairement à sa place là. Voilà. Et après en physiopathe, vous m'avez quasiment tout dit, je crois. Maladie chronique, inflammatoire, neurodégénérative du système nerveux central. Je pense qu'il faudrait marquer système nerveux central et pas SNC, même si c'est ultra chiant. Polymorphe, multifactoriel, ok. Qui évolue par poussée, ça c'est important. Avec possibilité de régression ou non, du coup. Apparition de plaques de démyélinisation, ok. De la substance blanche, on peut le mettre. Voilà, influence de facteurs environnementaux et génétiques. Donc, il y a quelqu'un qui avait mis que c'était auto-humain avec une atteinte des lymphocytes T. Ok. Avec une atteinte pardon, de la myéline, pardon, par les lymphocytes T qui sont activés. Et de l'axone, inflammation du système nerveux central, altération de la conduction saltatoire. Bon, là, elle s'est échauffée, hein, voilà. Mais ce qu'elle vous a mis en gras, je pense que c'est des mots-clés importants. Le terme de poussée, neurodégénération, maladie inflammatoire, ça, c'est les trucs qu'il faut mettre. Que c'est en rapport avec le système nerveux central, ça, ok. La substance blanche, elle n'a pas mis en gras, mais je pense que ça peut être pas mal. Les plaques de démyélinisation, clairement. Et après que ça touche voilà, la gaine de myéline, l'axone, du coup les oligodendrocytes aussi potentiellement, puisque ça forme la gaine de l'axone à certains endroits. Voilà. Et après, vous l'avez mis que c'était potentiellement irréversible avec des handicaps neurologiques polymorphes. Donc ça dépend, ouais, parce que selon la zone que ça touche, il y aura des symptômes qui seront totalement différents d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Enfin, vous le savez, il y a plusieurs types de symptômes dans la sclérose en plaques. Et du coup, souvent, on fait des espèces de listes là, hyper exhaustives, bah, vous allez voir après. Mais en soi, le patient, il n'aura pas tout ça. S'il faut, il aura juste la norme et il n'aura pas autre chose. Enfin, voilà. Donc, c'est vachement patient dépendant parce que ça dépend de la zone qui a été touchée par, au moment T par la poussée de sclérose en plaques. Ok, voilà. Hypersensibilité de type 4 pour la physiopathe, oui, il y a moyen puisque c'est les lymphocytes T, ouais. C'est bien de le noter, c'est vrai, elle l'avait pas mis. Ok. Alors là, elle avait mis un super schéma, je le trouvais beau. La gaine de myéline qui va bien, et en sclérose en plaques, ben, il y a des fuites. Et en fait, le truc, c'est que la gaine de myéline, elle permet aussi de pas, enfin, d'avoir la conduction saltatoire, mais de pas avoir de fuite de potassium. Et quand la gaine de myéline, elle est endommagée, il y a une fuite de potassium, et du coup, il n'y a plus possibilité d'hyperpolariser, je crois. Je crois que c'était l'hyperpolarisation. Enfin bref, ça fait la merde sur la conduction, et c'est pour ça qu'il y a une moins bonne conduction, entre autres, c'est à cause de la fuite de potassium due à l'endommagement de la gaine de myéline. Voilà. Et ouais, du coup, là, il y a un schéma qui vous montre à peu près toutes les atteintes qu'il peut y avoir au niveau de la sclérose en plaques, qui était assez bien fait et qui est en français. Donc, au niveau du système nerveux, fatigue, dépression, troubles cognitifs, troubles de l'humeur. Il y a la vue, donc on l'a vu avec la dyschromatopsie, mais il y a aussi d'autres possibilités.
Voilà, appareil locomoteur, sensibilité, dige, urinaire. Il y a plein d'atteintes possibles du fait de cette sclérose en plaques et de cette démyélinisation de la gaine de myéline. Voilà. Et alors là, il y en a qui s'étaient déjà un peu avancés. Comment on effectuerait le diagnostic de cette sclérose en plaques? Je peux vous remettre le truc, si vous voulez. Comment on poserait un diagnostic? Parce que là, en fait, elle arrive aux urgences, elle est jeune, et ça pourrait être plein de trucs, quoi. Ponction de moelle. Ouais, la pauvre, vous arrivez, vous faites une ponction de moelle. Ouais, un bilan bio, une IRM, ouais, c'est moins invasif. Ok. Signe clinique avec dissémination des épisodes dans le temps. Ouais, sauf que là, du coup, on peut pas trop savoir pour l'instant. Fond d'œil, NFS, ok. Il y a un mot-clé, il y a des critères pour poser le diagnostic de la sclérose en plaques. Je sais pas si vous... qui ont été revus en 2017. Ouais. Ouais, le G, ça peut être un diagnostic différentiel pour l'épilepsie. Ouais, pourquoi pas. Mais avant de passer au diagnostic différentiel, ouais, les critères pardon, McDonald carrément, avec l'IRM aussi, oui. Donc, en fait, si on devrait mettre deux mots-clés, ce serait du coup des critères cliniques, parce que bah, là, on a vu de la clinique, mais comme ils sont polymorphes, etc., on va aussi s'appuyer sur du paraclinique, et donc on va s'appuyer sur l'IRM, mais aussi, donc ça dépend si vous appelez ça de la paraclinique ou pas, mais de la bio avec la ponction et le LCR. Donc, si on regarde, et les critères, vous m'avez pas dit grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu les critères de McDonald's ou pas? Qui ont été revus en 2017, mais en soi, c'est toujours un peu la même. Il y a des trucs qui ont changé, mais c'est de l'hyperspécialité là. Enfin, ouais, spatio-temporalité. Donc, il faut qu'il y ait des lésions au niveau spatial, au niveau temporel, donc dans le temps, donc plusieurs poussées, c'est ce que quelqu'un a dit, disséminer, etc. Voilà, dissémination de lésions dans l'espace et le temps. Il y a l'inflammation du liquide céphalorachidien, enfin spinal, c'est pareil. Ok. Tableau clinique, ouais. Alors comme je disais, voilà, typique, je sais pas si on peut dire, ouais, qu'il y ait des signes qui pourraient faire penser à la sclérose en plaques, on va dire. Donc, le diagnostic clinique, la clinique, première manifestation qui sont souvent monosymptomatiques, donc on ne peut pas vraiment dire si c'est typique ou pas. Atteinte de plusieurs zones, ouais. Donc, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs atteintes possibles, moteurs, visuelles. Donc, elle vous a mis les pourcentages. En moteur, il y a pas mal de personnes qui ont des troubles pyramidaux, paraparésie, monoparésie, hémiparésie. Ok. Bon, vous n'auriez pas besoin de mettre tout ça, mais vous pourriez mettre troubles moteurs, troubles visuels, trucs comme ça. Dans les troubles visuels, c'est ce qu'elle avait, c'était une atteinte du nerf optique avec une névrite optique rétrobulbaire. Voilà, elle vous a mis plein d'infos. Et après, une paralysie oculomotrice qui peut arriver aussi, selon encore une fois, la zone d'atteinte qui est atteinte, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc troubles moteurs, troubles visuels, troubles sensitifs et d'autres après, notamment urinaires, on y pense aussi, psycho. Donc pour les troubles sensitifs, c'est que dans 20% des cas, on a des paresthésies. Donc là, ils en avaient avec en prodrome, des dysesthésies périphériques, névralgie faciale, signe de l'hermite dont vous m'avez parlé tout à l'heure, ça s'écrit comme ça, c'est très moche, avec une antéflexion de la tête. Voilà, donc ça, bon, elle vous a mis beaucoup de mots-clés pour essayer de faire en sorte que ce soit à peu près exhaustif et que vous puissiez caler le plus de mots possible, même si le jour J, bon, on ne passe pas à tout. Mais si vous entraînez à écrire le plus de mots possible sans non plus faire des grosses phrases, genre il n'y a pas besoin de mettre des charges électriques dans le rachis et les membres, on s'en fout. Mais signe de l'hermite, c'est pas mal de le noter. Mais il y en a qui avaient pensé. Et après, donc, troubles vestibulaires, urinaires, sexuels, troubles psychologiques, voilà, paroxystiques. Okay.
Et donc, les fameux critères de McDonald's, ça par contre, je pense que c'est pas mal. Donc, les critères, ils ont été faits en 2010, ils ont été modifiés en 2017, et pas récemment, hein, il me semble que c'était que 2017 quand j'ai revérifié. Et donc, en fait, ce qui a changé en 2017, c'est que maintenant, ils prennent aussi en compte les foyers de sclérose en plaques localisés dans le cortex, et la dissémination temporelle peut être démontrée sur la base de l'analyse du LCR. Mais globalement, on s'en fout. C'est les critères de 2010, et sur spécialité, on sait que ça a été modifié en 2017 pour certains trucs. Mais globalement, c'est toujours des disséminations des lésions dans le temps et l'espace. Spatiale, temporelle, on l'a dit, inflammation du liquide cérébrospinal ou cérébro-rachidien, et voilà, et absence d'atteinte générale. Voilà, donc ça c'est la partie clinique, et vous mettez le plus de mots-clés possible. Et la partie paraclinique, ou paraclinique biologique comme vous voulez, c'est donc l'IRM, vous l'avez dit. Pour le coup, par contre, j'ai jamais pensé, mais je suis en train de me dire IRM, je pense on marque IRM, ils vont pas nous faire chier. Parce que si on commence à mettre enfin je sais pas, ouais. Bon, moi j'aurais mis IRM et pas imagerie, résonance magnétique, c'est chiant. Voilà, donc là elle vous a mis des trucs. Elle vous a même fait un petit paragraphe sur les sels de gadolinium. Je pense que c'était plus pour vous que pour la copie, mais on peut, voilà, c'est un produit de contraste pour l'IRM. Ça traverse pas la BHE, donc en théorie, ça doit pas marquer, sauf si on a la sclérose en plaques, et du coup, PM, c'est poids moléculaire, je ne l'ai pas changé, désolé. De base, c'est gros, donc ça passe pas la BHE. Mais s'il y a des trous, en gros, par les trous de la gaine de myéline, du coup, ça passe. Et donc, on voit des trucs à l'IRM, en gros. Voilà. Et donc, ça passe. Et donc, on voit des hypersignaux en T2. OK. Et après, en ponction lombaire, donc, vous l'avez dit, il y avait des bandes oligoclonales. Mais il y avait d'autres trucs, cytorachie, hyperprotéinorachie, et donc, globalement, c'est inflammatoire. Même s'il n'y a rien au liquide cérébro-spinal, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sclérose en plaques. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça y est pas qu'il n'y a pas de sclérose en plaques, il faut faire gaffe. Voilà. Et après, les diagnostics différentiels, ce serait plutôt enfin les trucs un peu inflammatoires. Donc, sarcoïdose, lupus, gouge rose trop jeune, je sais jamais comment le dire. Enfin, voilà. Des trucs comme ça. Donc, vous étiez pas mal sur le diagnostic. Il faut juste penser, voilà, paraclinique, vous y avez pensé, et biologique avec IRM, ponction lombaire. Et après, en diagnostic clinique, vous mettez les mots-clés que vous pouvez caser ou que vous pourriez retrouver. Et voilà, c'est pas mal. Et pensez à parler des critères de McDonald's. Et voilà. Je pense même les années, on s'en fout si vous dites 2010 ou 2017, je pense. Voilà. Alors, la question 3. Donc là, on était sur une poussée modérée intense. Et donc, quel traitement de crise, c'était la première en plus, quel traitement de crise on peut proposer à la patiente? Vous êtes chaud sur la sclérose en plaques, hein. Ok. Donc, en gros, des corticoïdes, glucocorticoïdes, méthylprednisolone en IV, repos, ouais, forte dose, corticothérapie brève et intense. Ouais, brève et intense. Pourquoi brève? C'est quoi qui serait caractérisé comme un traitement par corticoïde long? Genre à peu près. Plus de 7 jours? Ouais. À partir de plus de 7 jours, tu peux même aller plus loin. Mais ouais. Et là, du coup, le traitement par corticoïde, c'est combien? Vous savez ou pas? Combien de temps Ouais, moins de 5 jours, c'est ça. Ok, parfait. Donc, traitement de crise, vous m'avez dit repos, vous m'avez dit des corticoïdes en IV pendant 3 à 5 jours, moins de 5 jours.
Ok. Si vous vous chauffez, vous pouvez dire le mécanisme d'action des corticoïdes et les principaux effets indésirables, parce qu'on nous le rabâche tellement que je pense que si vous avez le temps, ça se fait de le noter. Et si vous n'avez pas le temps, ben, vous laissez de la place et vous verrez, hein. On s'en fout. Voilà. Pour le coup, oui, pour moi, c'est une hospite. Elle était aux urgences, elle voit rien. Enfin, genre, ouais. Ouais, ouais. Puis même, tu vas pas la laisser toute seule avec son truc IV chez elle à galérer. Enfin, non. Tu l'hospites. Je pense pas que ce soit une hospite longue, par contre, mais puisque, pareil, la névrite, ça s'est résorbé la plupart du temps et tout, mais il faut quand même l'hospitaliser, je pense, oui. Donc oui, carrément, comme mot-clé hospitalisation, c'est bien aussi. Bon, on est pas mal. Et ouais, je sais pas si ça se met en traitement, mais vous pouvez aussi dire que vous faites un ECG, des trucs comme ça. Alors, elle vous disait d'aller voir les recos, on est content. Donc, traitement de crise, voilà. Le bilan préthérapeutique, ouais, il y a en gros, quand la patiente est hospitalisée, mais vous l'avez dit un peu dans les diagnostics, dans tous les cas, il faut faire un bilan bio, faut faire un ECG, faut faire enfin voilà, des trucs de base, plus un bilan préthérapeutique pour voir s'il n'y a pas un foyer infectieux qui pourrait faire réfléchir sur les corticoïdes parce qu'ils sont immunosuppresseurs en gros. Donc voilà. Ouais, surveillance, ça se dit aussi. Méthylprédnisolone IV pendant 3 à 5 jours à 1 gramme, donc une corticothérapie. Donc là, elle vous a mis la classe, le mécanisme d'action et les effets indésirables. Vous n'aurez pas le temps de marquer tout ça, mais bon, elle l'a mis parce qu'elle voulait être exhaustive. Donc c'est un anti-inflammatoire stéroïdien, immunosuppresseur, glucocorticoïde de synthèse, qui se fixe au GRE, donc les éléments de réponse aux glucocorticoïdes, c'est un récepteur nucléaire. Et donc la partie immunosuppresseur, c'est une inhibition de la synthèse d'interleukine 2. Et la partie anti-inflammatoire, c'est une inhibition de la synthèse de la PLA2. Blablabla. Bon, ok. Et les effets indésirables, en gros, il y a des effets minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, comme vous le savez. Et on peut avoir une insuffisance cortico-surrénalienne aiguë, mais ce serait sur une corticothérapie au long cours. Et donc voilà, elle avait plutôt mis qu'une longue durée, c'était plus de 3 semaines, mais je suis d'accord avec vous que à partir de plus d'une semaine, plus de 10 jours, ça commence à tendre vers un truc un peu plus long. Mais bon, voilà, elle avait mis un truc franc à 21 jours. Ça se discute. Voilà. Et après, donc, elle avait mis aussi un effet indésirable qu'on peut avoir, comme c'est des immunosuppresseurs, des infections opportunistes, des cytopénies, etc. Et d'où le fait de faire gaffe quand même, avant d'instaurer un truc en IV comme ça, il y a moyen de chercher un peu s'il n'y a pas de foyer infectieux pour pas tuer le patient, quoi. Voilà. Ensuite, elle a mis des recos, enfin des conseils, genre prendre le matin, respecter la sécrétion endogène de cortisol pour pas que le patient il soit tout feu tout flamme la nuit. Un ECG parce qu'il y a un risque de tachycardie, parce que les doses sont assez fortes. Et un suivi bio, donc c'est ce qu'on avait dit en surveillance, la NFS, ionogramme, glycémie et la tolérance du traitement. Voilà. Et le but, c'est d'accélérer la récupération entre les poussées. Donc on fait un traitement, même si en soi la sclérose en plaques elle régresse rapidement, on va quand même faire un traitement de crise pour que le patient soit pas en PLS trop longtemps et mieux récupérer pour les poussées. Voilà, en gros c'est ça. Et là, c'était un peu pareil les recos, je vais passer vite, mais si on a des problèmes neuro, blabla, bon, en gros on cherche un foyer infectieux pour être sûr de pouvoir donner les corticoïdes, on fait un ECG. Et ensuite, bah, soit c'est faible et on s'abstient, soit c'est fort et on fait le traitement de poussée. Bon, voilà. Voilà. Et après, on a un suivi neurologique. Alors, ça, c'est une très bonne question que je voulais vous poser tout à l'heure. Pour les corticoïdes, j'avoue que je sais pas. Ça m'a pas choqué. Ouais, je veux pas te dire de conneries. Je vais vérifier. Je t'avoue, pour moi, les corticoïdes, c'est pas une contre-indication, mais je suis pas du tout sûre de ce que je dis. Mais j'allais vous poser la question, par contre, pour les traitements de fond. Du coup, tu pourras auto-répondre à ta question tout à l'heure. Et en contre-indication, pour les corticoïdes par voie orale, moi, je ne l'ai pas en contre-indication, mais
Donc, je pense que c'est bon. Mais j'aurais quand même vérifié sur un truc HAS ou des trucs comme ça, hein. Voilà. Mais je crois que c'est bon, les corticoïdes. Enfin, ouais, je revérifierai quand même, hein. Ce serait con. Ok. Et du coup, la suite du cas, c'était dans l'année qui suit, donc Carla a subi 4 hospices pour réapparition des symptômes avec une récup quasi complète entre les poussées. Donc la question, c'est quelle forme elle a de sclérose en plaques et si jamais vous pouvez faire une petite phrase sur les autres pour qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il y a comme type de sclérose en plaques, et ben ce serait chouette. Ouais, ok, nickel. C'est ça, parce que là je regardais sur le debug, mais je ferai pas non plus une confiance aveugle au debug. Mais nickel, du coup, si le CRAT le dit, c'est nickel. Ok, donc forme récurrente rémitante, car poussée avec récupération plus ou moins complète, donc ça c'est bien. Donc ça c'est ce que la patiente aurait potentiellement comme forme de sclérose en plaques, ouais. Parce qu'on nous dit en fait qu'elle récupère, voilà, mais que ça fait plusieurs crises, donc oui, ce serait une forme récurrente rémitante. Rémitante, ça veut dire qu'on s'en remet en fait, hein, concrètement. C'est 85% des scléroses en plaques, ouais, vous pouvez mettre les pourcentages si vous les connaissez, c'est bien. Ok, et du coup, si jamais vous deviez me parler vite fait des deux autres, parce qu'en soi, il y avait marqué parmi les... Ouais, oui, en soi, vous étiez même pas obligé, mais bon, elle l'avait mis. Il y a secondairement progressive, ouais, et primairement progressive, c'est ça. Parfait. Donc, parmi les différentes formes, elle a la récurrente rémitante de 85%, enfin la proba c'est de 85%. Sinon, il y a la secondairement progressive, évolution tardive de la plupart des récurrentes rémittantes. Et ensuite, il y a la primitive progressive, je sais pas comment on dit, d'emblée progressive sans pousser et progression insidieuse du handicap. Donc voilà. Ok. Le schéma était pas mal. Elle a bien fait de le mettre, je trouve. Il est cool. Bon, voilà. Donc ça, c'était la question 4. Et sur la question 4, quand on voulait parler donc, de la récurrente rémittance, on peut dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des poussées. Donc ça réapparaît, les symptômes reviennent, ou des douleurs persistantes sur plus de 24 heures avec un intervalle de plus d'un mois. Avec la dernière poussée, ça on l'avait évoqué tout à l'heure, quelqu'un l'avait dit dans le chat. 5 poussées pardon, en un an, donc c'est ce qu'elle a eu, c'est une récurrence, clairement, on peut dire que c'est une récurrence. Et il disait qu'elle a récupéré complètement entre les poussées, donc c'est une rémittance, donc c'est la rémission. Voilà. La plus probable, c'est 85% des cas. Donc voilà, elle avait fait un cas, si ça devait tomber, ce serait cool que ce soit celui-là parce que c'est le plus fréquent. Voilà. Et comme ouais, elle disait que la proba de diagnostic, c'est un argument diagnostique, donc en soi, mettre le 85%, c'est un argument de plus pour dire s'il y a moyen que ce soit ça. Alors, sur le schéma, on voit des poussées sur la secondairement progressive, elle n'a pas de poussée normalement. C'est la primitive qui n'a pas de poussée. La secondaire, si, elle a des poussées, je crois, hein. Si, c'est une forme qui arrive après la rémittante, récurrente mais rémittante, et qui peut avoir des poussées surajoutées. En gros, il y a plus de rémittance complète. Ça avance dans tous les cas de plus en plus vers le handicap, mais enfin vers le handicap. Mais il y a une poussée, des poussées qui peuvent survenir en plus, en gros. Donc ça progresse, mais ça peut être associé à des poussées qui se surajoutent. Voilà. Désolée, je ne suis pas très claire dans mes explications. Voilà. Donc voilà, la proba, c'est important. Ok. Quel traitement de fond on connaît? Donc là, on est en récurrente rémittante. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, notamment en première intention, pour traiter la patiente en traitement de fond? Parce qu'on a déjà parlé des traitements de crise, et maintenant les traitements de fond. Alors, interféron bêta, 1A, 1B, acétate de glatyramère, ouais. Et il y en a encore quelques-uns.
Donc dans une question comme ça, je pense que pour le coup, ça peut être pas mal d'essayer de dire les mécanismes. Un traitement immunomodulateur, OK. Si jamais il y en a qui connaissent, les mécanismes d'action. Pour le coup, là, c'est horrible, hein, mais donc je comprends tout à fait si vous les connaissez pas encore. Déjà, vous étiez chaud sur les diagnostics et sur les mots-clés, sur la physiopathe, c'est déjà ouf. Ouais, c'est horrible. Je suis d'accord. Même notre prof de neuro, elle arrivait pas à s'en rappeler, donc voilà. Acétate de glatyramère, polypeptide proche de la myéline permettant de dévier la réponse, pourquoi pas? Toujours les acronymes. PBM, tout à fait. Je sais pas qui c'est la PBM. Ah, OK. Diméthyldumarate, alors c'est pas diméthyldumarate, c'est fumarate. Ouais, nickel. Ah bah nickel, bah PBM, c'est bien alors, hein. Protéine basique de la myéline, OK. Nickel, ouais, c'est en vrai vous êtes pas mal déjà, hein. Alors mitoxantrone, ça va pas être une première intention, mais why not? On le garde en tête. Donc elle vous a mis, si vous voulez, si vous avez le temps et la place, objectif du traitement de fond, c'est réduire la fréquence des poussées et ralentir la progression du handicap. Jusque-là, on est d'accord. Et du coup, ça suit un peu le truc du Vidal, il n'était pas faux. Je vous l'ai mis après. En gros, il y a plusieurs types de traitements. Il y a les traitements en fonction des fréquences, etc., des poussées. Mais globalement, moi, quand j'ai recherché, parce que ça avait un peu changé l'an dernier, les traitements, du coup, en gros, il y a deux grands types d'intentions quand j'ai regardé pour la récurrente rémitante. En gros, en première intention, on a interféron bêta, comme vous l'avez dit, acétate de glatyramère, qui est trop chiant à dire, diméthylfumarate, qui est aussi pas mal, et terriflunomide, avec aussi un anticorps monoclonal, donc ocrelizumab, je suis arrivée. Et ensuite, en deuxième intention, il y avait natalizumab, mitoxantrone, fingolimod. En gros, moi, c'est ce que j'ai compris sur les traitements de cette forme-là. Ouais, je sais, le rituximab, il est hors AMM, mais en soi, quand je cherchais, il était pas mal utilisé. Mais oui, c'est plus l'ocrelizumab qui a l'AMM. Et même, il y en avait un qui s'appelait pas ocrelizumab, qui s'appelait otrelizumab ou un truc comme ça. Je me rappelle plus. Mais en gros, il y en avait un qui était hospitalier et l'autre qui était officinal. Mais en fait, c'est la même chose. Mais c'est juste, il y en a un, il était hospite et l'autre, il était... Enfin, réserve hospitalière et l'autre qui était en hospite classique. Enfin, pas en hospite, justement. En officine, je suis arrivée. Du coup, donc elle a fait un très beau tableau, voilà, où elle a mis tous les traitements. Je suis pas sûre que vous auriez le temps de marquer tout ça, mais c'était pour être exhaustif, encore une fois, je pense. Dans tous les cas, en première intention, voilà, quand j'ai revérifié, parce que c'est vraiment les traitements de sclérose en plaques, c'était vraiment chiant. Quand on va sur la HS, c'est genre un truc de 90 pages que ça sort. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que c'est les interférons bêta en première intention avec au même titre, acétate de glatyramère, diméthylfumarate, terriflunomide. D'où ma question, j'allais vous demander, mais du coup c'est déjà sur le diapo, donc ma question est conne. Mais voilà, en gros, faut se rappeler, si jamais, bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais ils mettent un cas d'une femme enceinte, enfin, ça peut arriver, et que vous mettez l'interféron ou le terriflunomide, ça pue. Donc voilà. Vu que cette année, bon, c'est pas pareil, on a eu les infections urinaires chez la femme enceinte, c'est pas le même hein, que la sclérose en plaques chez la femme enceinte, mais bon, voilà, si jamais il y a un truc peut-être que je retiendrai plus parmi tous les effets indésirables ou les contre-indications, ce serait plus, essayer de vous en rappeler, voilà, que acétate de glatyramère et diméthylfumarate, ça passe chez la femme enceinte, et que les autres, ça passe pas trop, en tout cas dans les premières intentions. Voilà, l'ocrelizumab, parce que ça passe aussi, mais lui, je m'en étais pas rappelé. Moi, je m'étais rappelé de acétate glatyramère et diméthylfumarate. Donc, voilà. Et après, les voies, c'est pas toujours les mêmes. Si vous arrivez à vous en rappeler, bon, bah, go. Et sinon, bah, tant pis, hein.
Mais ouais, il y a pas mal de après il y a des points communs entre ces médicaments, donc c'est pas mal aussi qu'elle l'ait mis comme ça parce qu'on peut les voir vite. Genre, augmentation des transaminases, ça arrive un peu tout le temps, donc en soi, c'est un truc que vous pouvez dire, sans risquer trop de choses, voilà. Moi, si j'avais, dû me rappeler de choses, j'aurais trouvé les mots, enfin les trucs, communs, les grossesses, pour pas me planter, violent, si jamais c'est une femme enceinte. Essayer de me rappeler de franchement, les mécanisations, j'avais essayé de me rappeler, même si je dis pas que j'y serais arrivée le jour J, mais j'avais essayé de me rappeler et honnêtement, les effets indésirables, moi, j'avais abandonné, hein. Sauf, la LEMP, il y en a un après, c'est ça? Ouais, voilà. Le natalizumab, il y avait la leucoencéphalopathie multifocale progressive, je sais pas pourquoi, mais lui, j'avais voulu m'en rappeler. Voilà, parce que c'était grave, donc mais c'est arbitraire, enfin, je sais pas si c'est intelligent de se rappeler de celui-là plus qu'un autre, mais bon, moi, je m'étais dit que c'était bien de se rappeler de lui. Voilà, donc si jamais vous voulez qu'on fasse un petit tour, on peut sur les médicaments. Là, il y a les interférons, donc une cytokine, ça on le sait, antivirale, ok. Immunomodulatrice, antiprolifératif, ok. Bon, il y a plein d'effets indésirables avec des réactions point d'injection parce que c'est sous-cutané, donc si on se ou intramusculaire, donc si on se rappelle que c'est injectable, on peut se dire ah, il va y avoir une réaction au point d'injection. Bon, ok. C'est immunosuppresseur, du coup, encore une fois, c'est le immunomodulateur, pardon. Donc c'est logique qu'il y ait potentiellement des cytopénies, notamment des leucopénies, pourquoi pas. Syndrome pseudo-grippal, ok. Et augmentation des transaminases, puisqu'on a dit que ça arrivait souvent. En contre-indication, il y a la grossesse. Bon, l'hypersensibilité, on le cite plus. Et skip, ça fait des syndromes dépressifs. Et donc, potentiellement, si on a des idées suicidaires, c'est peut-être pas top de mettre des interférons bêta. Voilà. Et donc, comme on a des leucopénies et des augmentations de transaminases, on va regarder l'hémogramme et les transaminases en surveillance. Bon. Donc, l'interféron, en soi, c'est assez. Enfin, si on connaît un des trucs, on peut déduire les autres. Bon. Voilà, encore faut-il connaître un des trucs. Acétate de glatyramère en sous-cutané, première intention aussi, immunomodulateur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le livre, il y a des différences entre immunomodulateur et immunosuppresseur, je crois. Il y avait immunomodulateur et un autre mot. Bon, en gros, j'ai immunosuppresseur et immunomodulateur. Bon, voilà. Alors, pourquoi eux, ils modulent et pourquoi les autres, c'est suppresseur? Il y en avait qui avaient des théories à Toulouse, mais je vous avoue que moi, j'ai juste appris lesquels étaient immunosuppresseurs et lesquels étaient immunomodulateurs, et même notre prof, elle n'était pas du tout sûre de la justif de pourquoi l'un était modulateur et l'autre était suppresseur. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à partager, mais bon, moi, j'ai jamais trop cherché à comprendre pourquoi eux, ils étaient modulateurs. Mais parce que eux, c'est des anticorps. Ouais, non, je sais pas. Bon, l'acétate de glatyramère, immunomodulation, il fait des allergies, il élève les transaminases, et comme il fait des allergies, il ne faut pas être hypersensible, ça reste logique. Diméthylfumarate, il a une action sur la voie NFR2, il réduit l'activation des cellules immunitaires et des cytokines pro-inflammatoires. Ok, ça fait des lymphopénies, une élévation des transaminases. Et le terriflunomide, c'est en voie orale aussi, immunomodulation aussi, et donc en effet indésirable, il y a infection, diarrhée, nausée, alopécie, paresthésie, bon, il y en a plein, et encore une élévation de la latte. Okay. Hypersensibilité, et attention en grossesse, allaitement, pareil, terriflunomide, ça pue. Donc interféron et terriflunomide, c'est pas pour les femmes enceintes. Voilà. Et ça peut faire des immunodépressions sévères. Ok. Et dans les immunosuppresseurs, donc principalement des secondes intentions, sauf l'ocrelizumab qui est en première intention et qui a l'AMM. Donc on va commencer par lui. C'est un que j'aurais dû mettre à gauche, anticorps monoclonal anti-CD20 qui inhibe les lymphocytes B. Donc réaction au point d'injection parce que IV sous-cutané, why not. Syndrome pseudo-grippal. Pareil, ouais, quand c'est en IV, en sous-cutané ou en intramusculaire, il y a pas mal de syndrome pseudo-grippaux. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas, j'aurais peut-être tenté de ne pas m'en rappeler, de juste marquer syndrome pseudo-grippal à chaque fois que c'est en IV. Bon, je sais pas si c'est une bonne stratégie. Troubles cardiaques, infection opportuniste, et encore une fois en contre-indication, donc il y a des hypersensibilités, des infections, des immunodépressions, donc voilà. Et ensuite, dans les deuxièmes intentions, donc il y a le natalizumab, la mitoxantrone et le fingolimod, vous me les aviez sortis, c'est déjà bien. Et du coup, dans cette forme-là, c'est plutôt la deuxième intention. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc le natalizumab, il est en IV. C'est un anticorps qui est monoclonal, qui est dirigé contre les intégrines alpha 4
Ça empêche la migration des leucocytes dans l'endothélium, ok. Et donc, c'était lui où j'avais retenu l'effet indésirable de leukoencéphalopathie multifocale progressive. Et donc, en contre-indication, si la personne a une leukoencéphalopathie multifocale progressive, il ne faut pas donner ce médicament. Pareil, chez la femme enceinte, c'est pas ouf. Ok. Et ouais, il faut faire une sérologie du virus JC, justement, pour pas avoir cette LEMP, ou réactiver cette LEMP. Ok. Et après, en autre médicament de seconde intention qu'il ne faut pas donner aux femmes enceintes, il y a la mitoxantrone, agent antinéoplasique cytostatique, ok. Et voilà, en contre-indication, il ne faut pas l'associer à la fièvre, à une personne qui a la fièvre jaune. Et chez la femme enceinte, c'est pas ouf. Voilà. Et après, le fingolimod, c'est un modulateur, oui, c'est un modulateur des récepteurs sphingosine 1-phosphate sur les lymphocytes. Voilà, et ça élève encore les transaminases, c'est encore immunodépresseur. Voilà, voilà. Bon, on est d'accord que ces médicaments sont l'enfer sur Terre, mais dans la forme la plus fréquente, les premières intentions de ce que j'ai lu dernièrement, là, c'était interféron bêta, acétate de glatyramère, diméthylfumarate, terriflunomide et ocrelizumab en fonction du coup des symptomatologies plus ou moins fortes, etc. Voilà. Et après, la dernière question, c'était quels traitements symptomatiques sont généralement proposés pour la prise en charge des complications liées à cette pathologie. Donc ouais, on sait qu'il y avait plusieurs types d'atteintes possibles, et notamment des complications qui peuvent survenir. Et donc, quel traitement symptomatique on peut faire pour en fait faire en sorte que le patient avec une sclérose en plaques, vu que pour l'instant, on ne sait pas encore comment guérir la pathologie, comment faire en sorte que le patient ait le moins de galères dans sa vie, en gros, que sa vie, d'améliorer la qualité de vie du patient, quoi. Du coup, je sais pas si vous avez des idées. Déjà, pour les traitements, il faudrait déjà penser aux complications. Donc, qu'est-ce qui peut survenir comme complication en sclérose en plaques? Mais elle dit complications, mais c'est... Oui, voilà, c'est ça. Trouble vésico-sphinctérien, trouble sexuel, c'est ça. C'est la progression de la maladie, quoi. Trouble de la spasticité. Ouais, urinaire, c'est sphinctérien, c'est ça, vésico-sphinctérien. Ok. Et du coup, par exemple, si vous avez des troubles de la spasticité, vous mettriez quoi comme médicament potentiellement? Même si, bon, ils sont tous hors AMM. Mais il y a des patients qui prennent ça en vrai, mais bon. Ouais, baclofène, dantrolène. Ouais, ok. Pour les troubles urinaires, vous mettriez quoi du coup? Bon, sachant que ça peut être relou, parce que si c'est des vieux, c'est contre-indiqué. Enfin, c'est pas forcément indiqué, mais bon. Pour les troubles urinaires, pourquoi le Rapidil? Ouais, non, voilà, ok. Pas de souci. Des anticholinergiques, ouais, des alpha-bloquants, alfusosine, ok. Ouais, c'est ça, des anticholinergiques, même si du coup, on va regarder peut-être l'âge du patient parce que les anticholinergiques chez les vieux, c'est pas top, mais on va mettre plutôt ça, ouais. Donc du trospium, oxybutynin, enfin tous les trucs qui sont pas ouf chez les vieux, quoi, en fait, concrètement. Donc ça, d'accord. Ensuite, donc vous m'avez dit trouble de la spasticité, trouble urinaire. Vous m'avez mis des dépressions. Là, du coup, c'est une prise en charge globale. Troubles sexuels. Ouais. Et après, ouais, vous avez quasi tout dit. Propranolol, mais on ne sait plus pourquoi. Ok. Nickel. Mais oui, mais c'est hors AMM, du coup, bon, voilà. Et après, on a des douleurs neuropathiques des fois. Et donc là, pareil, c'est souvent hors AMM. Il faut un peu n'importe quoi en neuro. Ouais, c'est pour les tremblements. Troubles de la marche, bon, ok. Alors, donc, elle vous a mis ceux-là, mais il y en avait d'autres.
Pour la spasticité, effectivement, vous l'avez dit, baclofen, dantrolène, pardon, benzo, gabapentine, tizanidine. Tizanidine, je ne connaissais même pas, je l'avais pas mis. Mais bon. Ok. Troubles urinaires, anticholinergique, vous l'avez dit, c'est la première intention. Il y a aussi chlorure de trospium, oxybutine, les antispasmodiques, les antidépresseurs tricycliques, les alpha-bloquants. Et après, les tremblements mouvements anormaux en NORAMM, ils sont tous. Clonazepam, primidone, isoniazide, propranolol, il était là. Les douleurs antidépresseurs tricycliques ou antiépileptiques. Et ensuite, voilà, moi j'aurais aussi mis prise en charge multidisciplinaire, kinésithérapie, pour adapter les efforts, etc. Parce que voilà, au fur et à mesure, ils vont perdre potentiellement des capacités, donc faut les prendre en charge dans tous les cas en pluridisciplinaire. Éducation thérapeutique, ouais, on peut. Voilà, globalement. Et ça, c'était le cas 1. Voilà. Donc, c'était une forme de sclérose en plaques chez une patiente jeune qui a la forme la plus fréquente, la récurrente rémitante. Et voilà, c'était un cas assez exhaustif. Le cas 2, il est plus moins fréquent, on va dire. Mais du coup, bon, fallait bien faire une autre forme de sclérose en plaques. Et donc, c'est Béatrice, cette fois, qui est un peu plus âgée, mais pas très âgée, qui a 40 ans, qui est infirmière et qui est admise aux urgences parce que elle a présenté subitement une perte de la fonction motrice du membre inférieur droit qui a été précédée de fourmillements et de paresthésie localisés au même endroit. Elle présentait des douleurs aux 2 jambes depuis quelques jours et des décharges électriques partant du rachis et courant dans les jambes. Donc il y a une IRM qui a été faite en urgence et qui montre plusieurs foyers de démyélinisation qui sont répartis de manière hétérogène au niveau des 2 hémisphères cérébraux. Donc elle est transférée en neuro et on met en place un traitement adapté. Donc là, encore une fois, de quelle pathologie souffre la patiente, quelle est la forme la plus probable, quel a été le traitement de crise qui a été mis en place, et 2 semaines plus tard, donc l'état de la patiente semble s'être stabilisé, mais ne régresse pas. Elle retourne au domicile avec un aménagement de son environnement, et 1 an plus tard, elle perd la motricité dans le bras droit, 2 ans plus tard, la sensibilité de la totalité de l'hémicorps gauche, et elle présente également de plus en plus souvent des épisodes de rétention urinaire puis de pollacurie. J'arrive pas à dire. Elle est de nouveau admise en service de neuro, où une IRM est effectuée comparée à ses IRM de contrôle, et les médecins observent une progression de l'étendue des hypersignaux. Et donc là, 3 autres questions. Que pouvez-vous craindre quant à l'avancée de sa pathologie? Citez au moins 3 médicaments indiqués dans la prise en charge de fond de sa pathologie, sa forme pathologique plutôt, et quelle surveillance est nécessaire pour chaque molécule. Voilà. Donc, une autre forme de sclérose en plaques. Quelle forme c'est? Ouais. Primaire progressive. Bon, la pathologie, du coup, on avait déjà dit les mots-clés, donc je vais passer plus vite. Et le traitement de crise, c'était le même. Mais c'est ça, donc c'est une sclérose en plaques, maladie inflammatoire chronique neurodégénérative. Ouais, donc le terrain, une femme de 40 ans. Donc on est toujours dans l'intervalle 20-40 en soi, c'est toujours une femme, puisque c'est plus fréquent quand même chez les femmes. Alors, les arguments cliniques, donc c'est une paraplégie droite subite, ouais, c'est ça. Fourmillement, paresthésie, cruralgie bilatérale et le signe de l'hermite avec des décharges électriques rachis vers jambes. Et en argument paraclinique, donc il y en avait une IRM où on montrait des foyers de démyélinisation hétérogènes. Donc là, clairement, c'est une sclérose en plaques. Et elle nous a mis que au niveau de la forme, c'était plutôt une sclérose en plaques primaire progressive, parce qu'elle n'a pas 25 ans comme tout à l'heure, elle a 40 ans, donc ça arrive plus vers les âges plus âgés, on va dire, même si elle n'est pas âgée. Symptomatologie sévère et typique de la première crise où elle a perdu toute une partie, enfin elle est paraplégique, quoi, donc voilà. Donc ça peut coller aussi puisque c'est une symptomatologie qui est assez sévère. Elle est plus âgée, même si c'est pas le plus fréquent, enfin voilà, là ça colle assez bien. Voilà. Donc ça, ok. Le traitement de crise, pour le coup, c'est le même que tout à l'heure, donc je vais passer.
Il y a toujours cette recherche de foyer infectieux avant de démarrer une corticothérapie IV, notamment à forte dose, pendant moins de 5 jours, donc 3 à 5 jours. On a mis les mêmes mécanismes d'action, les mêmes effets indésirables, et les mêmes contrôles avec le CG, même chose. Et elle pourrait toujours être enceinte, mais comme on a dit que ça passait, normalement, là, on ne fait pas de test, je pense. Et voilà. Par contre, là, ça va changer. Donc 2 semaines plus tard, on l'a dit, ça régressait pas, et on voit qu'à plusieurs années, elle perd de plus en plus de fonction. Donc qu'est-ce qu'on peut craindre quant à l'avancée de sa pathologie? À part que ça va continuer. Ouais, c'est ça. C'est en gros, on a peur, parce que la question, je voyais qu'elle n'était pas, enfin, qu'on ne comprenait pas trop la question. On craint une évolution vers un handicap fonctionnel majeur. Donc, en gros, on craint que toutes ces fonctions soient de plus en plus diminuées, notamment donc, la limitation du périmètre de marche, des troubles vésico-sphinctériens, ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que je passe assez vite. La spasticité va empirer. Donc, il faut absolument prendre en charge rapidement la patiente, parce que là, ça évolue très, très rapidement. Donc, il faut absolument mettre un traitement de fond qui soit efficace, parce qu'il y a des fois aussi où on met des traitements, et pourtant, elle le prend bien et tout, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, vous trouvez le traitement adapté pour la patiente et cherchez à préserver un maximum sa qualité de vie et son autonomie parce que ils vont vite tomber en dépendance si ça se dégrade très rapidement et que ils se remettent pas, quoi, qu'il n'y a pas de rémission. Généralement, l'aggravation des symptômes dans la PP se fait progressivement au fil des années. Ouais, ok. Et donc, les arguments pour la crainte vers un handicap fonctionnel majeur, pardon, c'est la perte de fonction motrice rapide, la perte de sensibilité de l'hémicorps gauche, les troubles urinaires, l'expansion à l'IRM et l'aggravation assez rapide quand même dans le temps. Voilà. Bon, en gros, vous aviez déjà compris. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez mis, citer au moins 3 médicaments indiqués dans la prise en charge de fond de sa forme pathologique et quelle surveillance est nécessaire pour chaque molécule. C'est encore le gros tableau hein, qu'elle va vous remettre. La surveillance, on peut tenter de regarder les transaminases. Mais ouais. Est-ce que dans cette forme-là, j'avoue, j'ai plus galéré à vérifier les traitements pour cette forme-là, qui est moins fréquente. Les sources n'étaient pas forcément très claires, mais bon. IRM, oui, oui. Et en traitement, est-ce que vous avez une idée pour la prise en charge de fond? En vrai, vous pouvez tenter. Hein. Ouais, interféron bêta. Natalizumab, je crois que c'était passé en première intention, mais de tête, je ne me rappelle plus. Ça va être marqué. Mitoxantrone. Oui, c'est pas con, parce que du coup, tu peux dire qu'il y a un risque de LEMP. C'est pas con. Ok. Ouais, la mitoxantrone, ouais, je me rappelle plus de tête. Qu'est-ce qu'on a mis oui, tout était ORMM. Ah ouais, c'était ça, c'était l'ocrelizumab. Et putain, j'ai pas mis le nom de l'autre. Bon, l'hospitalier, je me rappelle plus son nom. Mais c'était ça. Elle a mis mitoxantrone, ocrelizumab et le cyclophosphamide. Elle veut encore des enfants ou pas? Ben, je sais pas. Je sais pas. I don't know. Mais oui, tu peux par contre, tu peux le mettre dans c'est pas vraiment la surveillance, mais dans les choses à noter, tu peux dire celui-là, c'est pas bon pour la femme enceinte, celui-là, c'est OK pour la femme enceinte. Je sais pas comment le noter. Tu mets contre-indication grossesse et comme ça, tu dis que tu fais attention que c'est une femme et qu'elle a 40 ans, donc il est possible qu'elle veuille encore des enfants au pire. Sans faire une phrase. Fingolimod avec surveillance ECG car risque de bradyarrhythmie, ouais.
Alors moi, quand j'avais cherché, j'en ai pas mis d'autres, ouais. Quand j'avais cherché, en gros, les sources sont pas forcément hyper claires, mais sur ce tableau-là, vous avez mis la primitive, c'est ça. Il y avait la mitoxantrone, le rituximab était aussi en RMM. Et moi, quand j'avais cherché, le seul, elle avait aussi mis ouais, cyclophosphamide. Et ah, c'est lui, c'est l'ofatumumab, le truc hospitalier, mais qui est la même chose que l'ocrelizumab. Voilà, ouais, c'est lui, voilà. Ok. Bah, mais lui, je le connaissais pas, moi. Bon. Mais j'ai cherché, c'était ça. Et du coup, moi, quand j'ai cherché première intention, 6 stades précoces, sinon ça se mettait pas en première intention. Alors, je sais pas pourquoi. Donc là, je sais pas si on pourrait dire que c'est un stade précoce parce qu'elle est quand même paraplégique et tout. Donc j'avoue, je sais pas. Mais la première intention que j'avais trouvée qui mettait partout, c'était l'ocrelizumab ou l'ofatumumab, selon si on était en hospice ou pas. Et ouais, c'était vraiment la première intention. Et après, ça se battait en duel entre la mitoxantrone et les autres. Et l'interféron aussi, il y avait, ouais. Du coup, je vous avoue, bon, elle-même, elle m'avait dit, je sais pas si on la laisse la question avec les 3 molécules, parce qu'en soi, enfin bon. Mais la première intention, c'était l'ocrelizumab ou l'ofatumumab. Je me rappelle encore plus. L'ofatumumab, ouais. Et après, les autres se battaient un peu en duel. En fait, c'était en fonction de la tolérance du patient, de ce que j'ai compris, et des régressions, des symptômes pardon, qui avaient évolué. Donc j'avoue, je ne sais pas comment ils font leur choix en pratique, mais dans les recos, c'était pas ultra clair. Oui, on utilise dans la LC. Ah, on utilise dans la LC? Ah bah d'accord. Natalizumab, on peut le donner pour cette forme. Ben là, je ne l'ai pas mis. Du coup, il me semble pas de tête, mais je t'avoue, on avait quoi? Parce que à part le truc du vidal, je t'avoue, c'était pas ultra. Ouais, non, le natalizumab, c'était plus pour la rémitante régressive. Désolé, c'est moi qui t'ai induit en erreur tout à l'heure. C'est mitoxantrone, cyclophosphamide, rituximab. Le ritux, moi, je l'ai pas vu dans ma reco. Et c'était vraiment l'ocrelizumab ou l'ofatumumab, là. C'était lui que j'avais vraiment vu en première intention. Mais c'était 6 stades précoces. Je t'avoue, en stade pas précoce, c'était pas ultra clair. Donc bon. Oui, oui, c'est des anti-CD20, donc en soi, le Ritux, c'est pas aberrant, mais je l'ai pas vu écrit, quoi. Donc I don't know. Voilà. Et elle a remis la même, donc au niveau des précautions, c'est toujours pareil. Si la femme est enceinte, on va pas lui foutre du mitoxantrone. Voilà. Et je suis triste parce qu'on peut pas dire élévation des transaminase. Tristesse. Mais ouais, si je devais vous donner un conseil, c'est essayer de retenir les premières intentions et leur mécanisme d'action. Moi, j'avais abandonné les effets indésirables, mais vous faites ce que vous voulez. Et les contre-indications, il y en a 2, 3, genre la grossesse et l'EMP, mais ce que vous pouvez retenir. Donc voilà, moi je m'étais arrêtée là, mais je pense qu'il y en a qui. Enfin, je suis pas major, hein, donc il y en a qui ont dû. Ouais, hypersensibilité, on est d'accord. Voilà, mais je pense qu'il y en a qui ont retenu beaucoup plus. Si vous y arrivez, tant mieux. Donc voilà. Pour 0 point, ouais. Ouais. Peut-être apparemment il y a des points bonus. À Skip, c'est peut-être pas sur la grille principale, mais peut-être que tu auras un petit point bonus ou un demi-point bonus, je sais pas. Why not? Ça coûte rien si tu penses, marque-le si tu as le temps, mais c'est vrai que le temps il est assez serré, je vous avoue. Je sais pas s'il y a des doublants, mais enfin moi j'ai trouvé ça serré hein, le jour J. Bon. Et voilà. Et ouais, ouais, c'est la même, sauf qu'elle a mis un truc en jaune. Toxicité cardiaque, ouais, risque de l'âme, NFS régulière et l'hémogramme. Ouais. Bon, voilà. Et après, il y avait 10 QCM sur la sclérose en plaques, toujours, parce qu'on adore ça. Donc, la sclérose en plaques, ouais, parmi les propositions suivantes, la dégénérescence des neurones dopaminergiques est à l'origine de la sclérose en plaques, l'hyperactivité cholinergique striatale est à l'origine des problèmes de spasticité, touche majoritairement les hommes de 50 à 70 ans, l'IRM est indispensable au diagnostic et les AINS sont des traitements de crise de choix. Lesquels vous mettriez vrai? Laquelle, pardon, vous mettriez vrai d'ailleurs? Désolée. Il n'y en a qu'une seule. On est tous d'accord, c'est la D.
Donc, vous avez raison parce que pour la A, c'est Parkinson, pour la B, c'est Parkinson, pour la C, c'est un petit peu plus jeune, c'est 20 à 40 ans, c'est chez les femmes. Donc, tout était faux. L'IRM est indispensable au diagnostic, ça oui, et les AINS sont des traitements de crise. Non, c'est les AIS. Voilà. Donc là, on était tous d'accord, on passe. Concernant les traitements de la sclérose en plaques, on coche la réponse inexacte. Attention, c'est l'inexact. Ah, pardon. Alors, désolée, je suis allée trop vite pour la 1. Il y a quelqu'un qui dit un truc. J'ai pas compris. Ah, si on avait mis que c'était le liquide céphalorachidien qui était indispensable au diagnostic, oui, ça aurait été faux. Ouais, voilà. Désolé, je suis passée vite. Vous m'arrêtez, hein, vous criez, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ok, concernant les traitements de la sclérose en plaques, cochez la réponse inexacte. Ok, donc il y en a qui ont dit A, il y en a qui ont dit C. Battez-vous. Bêta, pas alpha. Ok, vous êtes majoritairement d'accord sur la A. Donc c'est ça. Le traitement de fond, c'est l'interféron bêta. Et du coup, tout le reste, c'est bon. Donc c'était pour faire des rappels aussi. Natalizumab, anticorps monoclonal anti-intégrine alpha 4. Rituximab, anti-CD20. Traitement de fond. Fingolimab nécessite une surveillance ECG à l'introduction. Et le teriflunomide s'administre par voie orale. Donc tout était bon, sauf la première. Concernant la sclérose en plaques, quelles sont les réponses qui sont exactes? Donc là, il peut y en avoir plusieurs. Alors, quelqu'un me propose ACD. ACD. Ça me va. Donc, bien joué, parce que moi, je retombais dans la E. Je me disais, mais pourquoi la E, elle est fausse? Je suis en con. Donc, le baclofen est un myorelaxant indiquant dans la prise en charge de la spasticité. C'est vrai, la gabapentine, elle n'a pas l'AMM puisqu'elle est hors AMM, donc voilà. Les douleurs neuropathiques peuvent être prises en charge avec les imipramidines, c'est vrai. Troubles de la miction, souvent observés en cas de complication, c'est vrai. Et par contre, c'est les anticholinergiques oraux qui sont le traitement de première intention de l'hyperactivité vésicale. Ok. Quelle proposition s'applique à la sclérose en plaques? Il y a plusieurs réponses. J'ai dit, il y a plusieurs réponses. Mais la A est vraie. Voilà, merci. Ouais, assez. Du coup, la forme récurrente rémitante est la plus fréquente, c'est vrai. On traite systématiquement les formes récurrentes rémittantes, non, parce qu'il y a certaines, je ne l'ai pas dit, mais ouais, il y a certaines formes de récurrentes rémittantes qui sont assez, les symptômes sont assez faibles, les poussées sont assez faibles, et du coup, on ne les traite pas en traitement de fond, forcément. Voilà. Je ne sais pas à partir de quand ils traitent, j'avoue, à partir de quels symptômes, je ne sais pas. Bah, ouais, le QCM est peut-être un peu. C'était dans le sens, on ne traite pas en traitement de fond. Mais c'est vrai que vu qu'on traite la crise, j'avoue, ouais, désolé. J'avoue, le QCM est peut-être ambigu, clairement. On aurait dû mettre en traitement de fond systématiquement les formes. On instaure un traitement de fond systématiquement chez les formes CEP-RR. Voilà, comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Séance de kiné, souvent proposée, c'est vrai.
Critères McDonald correspondent à la dissémination des poussées, l'inflammation du LCR et les troubles moteurs. Donc, c'est l'absence d'atteinte générale et pas des troubles moteurs. Pourquoi on ne traite pas systématiquement? J'avoue, je sais pas. Mais pourquoi pas, ton explication, pourquoi pas, hein. Et à la ponction lobaire, on observe une hypoprotéinémie, donc non, c'est une hyperprotéinorachie. Voilà. QCM5. Quelles propositions concernant la CEP sont fausses? Ouais, la D, je suis d'accord. Faites gaffe, c'est sont fausses. Ouais, AD, je suis d'accord. C'est pas marrant, vous vous trompez pas. C'est pas drôle. Il s'agit d'une réaction auto-immune liée à l'apparition des lymphocytes CD4 et pas CD8, et elle est hyperactivée. La B et la C, elles sont vraies. Donc, l'objectivation de bandes oligoclonales dans l'étude de LCS affirme le caractère inflammatoire, c'est vrai. Pléiocytose observée dans le LCR, c'est vrai. Et l'injection de sel de gadolinium sert au diagnostic, c'est vrai. Par contre, l'aspect du LCR, après une analyse d'une ponction lombaire, c'est pas spécifique spécialement de la sclérose en plaques, c'est pour ça que c'est faux. Voilà, c'est tout. Ouais, concernant le natalizumab, quelles sont les propositions exactes? Qu'est-ce que vous auriez mis? Voilà, c'était un peu plus technique, j'avoue, c'était pas peut-être pas ouf. Mais la D, vous pouvez me parler. Ouais, voilà, la D, on y croit. La A aussi. Et bah, c'est pas cool parce que pas la E, mais, mais je vous ai fait chier avec les transaminases, donc je comprends que vous ayez mis E, désolé. Mais pas pour le natalizumab, du coup. Ça fait pas des troubles hépatiques sévères. Par contre, c'est bien indiqué dans les formes actives. Ouais, désolé. Indiqué dans la forme très active de sclérose en plaques RR, n'ayant pas bien répondu au traitement complet. Pour la B, c'était faux parce que c'était des vaisseaux sanguins vers... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Permet la transmigration des leucocytes. Oui, non, ça empêche, oui, pardon. Mais c'était bien ça, des vaisseaux sanguins à travers la BHE. Modulateur de la sphingosine 1-phosphate, c'est un anticorps anti-intégrine alpha 4. C'était sûr que c'était faux là de cette façon, parce que c'était un Zumab, donc forcément avec MAB c'est un anticorps monoclonal, donc ça peut pas être un modulateur de sphingosine 1-phosphate. Voilà. Peut provoquer des lumps, c'est vrai, par réactivation du virus JC, et du coup pas les troubles hépatiques, sorry. Concernant les corticoïdes, quelles sont les propositions exactes? PC, ouais, il en manque un. C'est pas la E. Faut enlever le H. C'est la A, ouais. Il est fort aux devinettes. ABC. Ok. Du coup, les corticoïdes, ils peuvent provoquer une insuffisance surrénalienne aiguë dès l'introduction du traitement. Ce sont des anti-inflammatoires stéroïdes dans la prise en charge inflammatoire. Attends, qu'est-ce que je dis? Dans la prise en charge des crises, pardon, on utilise de la méthylprédnisolone en IV à forte dose.
Leur emploi permet de réduire la fréquence des poussées et un ECG est réalisé à l'introduction. Je suis en train de me dire que la A, c'est pas du tout vrai. Non, non, c'est pas du tout vrai. Non. Bien sûr que non. Non, justement, on voulait mettre, justement, on voulait l'enlever en gras, c'est ça. Non, 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 n'ayez pas peur. C'est beaucoup trop court. Non, ils peuvent provoquer une insuffisance surrénalienne aiguë dès l'introduction. Justement, en fait, on a modifié le QCM, je me rappelle, parce qu'elle n'avait pas tourné comme ça à Toulouse. Et ils avaient tilté parce qu'elle n'avait pas mis aigu. Et genre, c'était pas ouf clair. Et donc, j'ai rajouté aigu, mais j'ai oublié d'enlever en gras. Voilà, brillant. Mais c'est bien, vous avez bien tilté, c'est cool. Donc, c'est absolument pas une insuffisance surrénalienne aiguë dès l'introduction du traitement. Mais par contre, le cours, effectivement, ça peut induire une insuffisance surrénalienne aiguë. Je me le note. La 7A, on l'enlève. Enfin, on la passe en pas grave. Anticorps, pas du tout anticorps. Anti-inflammatoire stéroïdien, c'est vrai. Prise en charge des crises méthylprédnisolone, on l'a dit. Et par contre, les deux autres, ça réduit pas la fréquence des poussées, mais ça réduisait la force des poussées. Je crois que c'était ça ouais, voilà, la durée, c'est ça. Et un ECG est réalisé à l'introduction afin de surveiller le risque de bradycardie. C'était pas du tout de la bradycardie, c'est de la tachycardie. Et voilà. Mais oui, ce QCM, il avait posé problème. Je me rappelle le 7A parce qu'elle avait mis, je crois, peuvent provoquer une insuffisance surrénalienne dès l'introduction du traitement. Et du coup, ils n'étaient pas. Ça avait gueulé. Voilà. Concernant les effets indésirables des interférons, utilisés dans la prise en charge de la CEP, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Contre-indiqué chez la femme enceinte, j'espère que vous en rappelez. Peuvent provoquer des épisodes de dépression. Voilà, A, c'est bon. Nickel. A, B, C, D, E. Soyons fous. Les effets indésirables sont fréquents à l'instauration, disparaissent généralement. Ouais. Syndrome pseudo-grippal, ok, parce que c'était injectable, c'était en sous-cut ou IM, on a dit. Et certains interférons avec le copénie, donc on est d'accord. Banco, A, B, C, D, E, ça me va. Ça me va. Vous allez être chaud sur les effets indésirables des interférons. Ok. Concernant les traitements symptomatiques des complications de la sclérose en plaques, lesquels sont exacts? Elle n'a pas fait trop d'inexacts. Ça va. C'était sympa. A, B, C, E. A, B, D, E. Enlevez votre lettre commune, qui n'est pas commune justement, et ce sera bon. C'est A, B, E. Ça ne peut pas passer. Ouais, A, B, E. Alors, les alpha-bloquants sont efficaces dans la prise en charge des résidus post-mictionnels en cas de dyssynergie. Bon, c'était un peu spécifique quand même, hein, je vous l'accorde, mais c'est vrai. L'emploi du sildenafil donc, peut être proposé dans les troubles de l'érection. Quelqu'un en avait parlé tout à l'heure pour les troubles sexuels, donc c'était bien ça. L'amantadine utilisée en cas de fatigue chronique est un antagoniste des récepteurs glutamatergiques AMPA, c'était NMDA et c'est pas sympa. Les antidépresseurs tricycliques n'ont pas d'AMM dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, c'est pas vrai. Et le propranolol est utilisé en cas de tremblement, quelqu'un l'avait brillamment noté. Donc voilà, on garde le propranolol. Ok. Et le dernier QCM, c'était sur les données épidémiaux sur la sclérose en plaques et elle a mis cocher les réponses fausses. C'est bien pour finir, c'est sympa. Donc Rayon Nord-Sud, on en avait parlé. Désolée. De mémoire, ils ont une AMM, mais attends, je te revérifie ça parce que je t'avoue, c'est pas mon QCM. Ouais, ils ont une AMM, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est ça, ils sont indiqués. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je vérifie quand même parce que. Ok. Du coup, on a dit quelle est la réponse fausse. On part sur la B, ou les réponses fausses, pardon. Je me suis cramée tout seul, bon, c'est la B.
Ok, donc gradé en nord-sud, on est d'accord. Pour la prévalence de cette pathologie, avec une disparité au sein des zones de prévalence, c'est vrai. Touche 3 femmes pour un homme et pas 3 hommes pour une femme. Tabagisme actif, facteur de risque, donc on arrête tous de fumer. Dans les formes familiales, haplotype HLA-DR2, HLA-DQW1, souvent mis en cause, ok. Je savais le premier, je ne savais pas le deuxième. Multifactoriel, la sclérose en plaques peut être influencée par des facteurs de risque environnementaux, ça c'est forcément vrai. Voilà. Puisqu'on a dit le tabagisme, voilà. Ok. Voilà. Après, les sources qu'on a utilisées, donc la fameuse Roco, là, c'était une Roco 2020, c'est la plus récente de ce que j'ai trouvé sur les médicaments. Et c'était un truc spécifique des récurrentes rémittentes, donc je me suis bien amusée. Ensuite, il y avait le Debuec, je sais pas comment on dit, cardiologie, neurologie, il y avait aussi médicaments que j'ai pas mis. Et ensuite, il y avait un truc de patient qui était assez bien fait, l'ARCEP, où j'ai relu des trucs, voilà. Et bien sûr, la source principale, c'était Emma Joncourt, du coup, qui a fait cette conf à Toulouse. Et j'avoue, comme j'avais le même sujet, je lui ai dit, vas-y, ça te dérange pas, je prends ta conf parce qu'elle était bien. Donc voilà, j'ai pris ça parce que c'est l'été et que j'en avais marre. Voilà. Désolé, j'espère que vous avez bien aimé la conf. En vrai, je l'avais trouvé pas mal, bien que fourbe à certains endroits, mais sinon, je la trouvais chouette. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, bonne fin d'après-midi. Enfin, bonne soirée, je sais pas. C'était intéressant, bon, bah, tant mieux. Je lui dirai que sa conf était chouette aussi. Bonne soirée, bon courage.